Bonjour, on va poursuivre cet après-midi de regards et d'exemples inspirants en s'attachant à la planification, comme l'a introduit Capucine. Donc on va parler PLU, on va parler plan local d'urbanisme. Ce sont des documents qui sont réalisés à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité et qui ont vocation à porter un projet de territoire, à dessiner le futur souhaité sur un territoire pour les 10-20 prochaines années et à déterminer des règles d'urbanisme qui s'imposeront juridiquement au projet. Donc ils ont une vision qui est intégratrice des différents enjeux et donc ont un rôle important à jouer pour favoriser l'adaptation du territoire au changement climatique et à ses conséquences sur la santé. Alors, dans cette table ronde, on accueille 3 collectivités d'Île-de-France qui sont représentées par des élus ou agents et donc ils vont nous présenter des retours d'expérience de démarches engagées sur leur territoire. Donc pour la communauté de communes Bassé-Montois, monsieur Xavier Lamotte, qui est vice-président en charge de l'aménagement de l'espace, et madame Virginie Claudet-Maurice, qui est directrice générale des services. Pour l'EPT Pleine Commune, Anne Noël, qui est directrice de l'urbanisme réglementaire, et Charlotte Détombe, responsable du service PLUI et gestion de projet. Et pour la ville de Paris, Jean-Pascal Vezy, qui est chef du service de l'innovation et de la stratégie et de l'urbanisme réglementaire, et Eri Ravalou-Manensou, qui est chef de projet pour la révision du PLU bioclimatique. Et dans un premier temps, on va écouter madame Sylvie Banoun, qui est membre de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et de la mission régionale de l'autorité environnementale, donc la MRAE, qui examine et porte un avis sur tous les PLU qui sont arrêtés en Île-de-France au regard de leurs impacts environnementaux, mais aussi en termes de santé humaine. Et du coup, je vous pose la question de savoir quel est votre regard sur les stratégies qui sont développées par les collectivités à travers la planification territoriale pour affirmer leur adaptation au dérèglement climatique et renforcer leur résilience. Bon, alors je vais tenter de reprendre le flambeau derrière Franck Boutet. C'est très compliqué, hein. C'est encore plus compliqué quand on ne sait pas se servir de la machine, bon, comme vous pouvez le constater. Bon, le résultat, c'est que vous allez le voir. En fait, il y a 2 choses qu'a dit Franck Boutet que je voudrais que vous gardiez présentes à l'esprit. La première, c'est de toute façon, la ville de demain est déjà là, premièrement. Et donc, il va falloir réfléchir à partir de l'existant. Et la deuxième chose, c'est si on commence pas par réfléchir maintenant, on est très mal. Et donc là-dessus, c'est la planification. Et ce que je vais vous montrer, c'est que les ambitions là-dessus sont déjà pas tout à fait extraordinaires, mais alors les plans d'action ou les programmes d'action, c'est encore moins. Alors, donc, en résumé, la mission régionale d'autorité environnementale Île-de-France, c'est une mission régionale. Une mission régionale, alors est-ce que j'arrive? Yes. C'est un machin qui est là-dedans. C'est à peu près 200 avis par an, 200 décisions ou avis au cas par cas. Autorité environnementale, ça veut dire indépendant, ça veut dire expert. Et donc, on a, pour ce qui nous concerne, 6 membres de l'inspection et 4 experts extérieurs. Alors, il y a une autre autorité environnementale qui est qu'on appelle l'AE, qui est l'AE nationale, dont je suis membre aussi. Donc, de temps en temps, il m'arrivera de faire des allers-retours. Voilà. Alors, le champ d'action des autorités environnementales, très très vite. Ce sont 2 directives européennes anciennes, 2001-2011. Il y en a une sur les plans et programmes et l'autre sur les projets. Le principe fondamental, c'est que les avis que rend une autorité environnementale ne sont ni favorables ni défavorables. Qu'on se le dise, visiblement les journalistes l'ignorent.
Les avis, en fonction des directives, portent sur deux aspects, et deux aspects seulement. La qualité de l'étude d'impact sur l'environnement et la manière dont le plan, le projet, le programme prend en compte l'environnement. Sauf que la définition de l'environnement dans les directives, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on croit. Elle est précisée par les directives et elle comprend la diversité biologique, ça tout le monde y pense. La population, ça on y pense moins. La santé humaine, vous voyez que c'est le troisième item. La faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, on y est. Les biens matériels, patrimoine culturel et les interactions entre toutes ces choses-là. Donc, autrement dit, un avis d'autorité environnementale, c'est toujours trop long, mais c'est jamais exhaustif. Alors, juste la page de pub, là, des fois que vous auriez envie de dormir tout de suite, vous pouvez lire nos lettres d'information, mais ça veut dire surtout, en résumé, la réglementation, on considère qu'il y a des services de l'État qui font ça très bien. Pour la faire respecter la réglementation, c'est pas le problème d'une autorité environnementale. Le problème d'une autorité environnementale, c'est de s'intéresser à ce qui figure dans les documents scientifiques quand il y en a, les études, etc. Et donc, notre référence en matière de santé humaine, puisque c'est la question aujourd'hui, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et en matière de changement climatique, c'est pas très nouveau, ça s'appelle le GIEC. Bon, mais ça veut dire qu'on passe notre temps à essayer de faire de la pédagogie, et rassurez-vous, il y a plein de gens qui comprennent toujours pas pourquoi on n'applique pas la réglementation. Voilà. Alors, à part ça, la MRAE, c'est un poste d'observation formidable. Je vous ai dit 200 avis par an, plus des décisions. Et donc, on voit passer les PLUI, les PCAET, les SCOT, il y en a moins. À l'AE nationale, on voit beaucoup moins les PLUI. On voit des SRADET, voilà, ou le SDRIF par exemple. Alors, à partir de ce poste d'observation, ce qu'on sait, et ça je vais vous le démontrer grâce à Eléa, ce qu'on sait, c'est que le sujet changement climatique et santé humaine, c'est à peu près absent des évaluations environnementales. Et quand c'est présent, qu'est-ce qu'on fait sur le changement climatique? Eh ben, on reproduit. C'est comme pour les risques. Quand vous avez un plan de prévention des risques d'inondation, il fait quoi? Il regarde les plus hautes eaux connues. Il se pose pas tellement la question de ce qui va se passer compte tenu du changement climatique dans la suite. Il le fait un peu, mais là-dessus, l'Île-de-France, c'est pas tellement une île. On n'a pas tellement de retrait du trait de côte, mais voilà. Donc, au pire des cas, on reproduit la canicule de 2003. Voilà. Alors, et c'est là que je rends hommage à Eléa Proust, qui est au 3e rang, qui est une brillante ingénieure et qui a essayé, à partir de nos avis dans tous les sens, de trouver des choses qui me paraissent intéressantes. Alors, elle s'est dit, après tout, atténuation, adaptation, on va parler adaptation, on va parler îlot de chaleur urbain. Parce que ça, on en a parlé toute la matinée. Alors, une ou deux fois, on voit par plan l'apparition du mot, de l'ensemble. Alors, on voit canicule, on voit vague de chaleur, etc. Rassurez-vous, c'est quand même que sur 140 PLUI. Bon, voilà. Peut-être qu'on en a loupé, mais bon. Alors, biodiversité, on vous dit quand même, c'est un peu plus, hein, c'est 30 fois. Inondation, on voit qu'il y a des plans de prévention, c'est 13 fois.
Imperméabilisation, c'est un peu plus fréquent déjà, c'est 10 fois. Vous voyez, 1 ou 2 fois, c'est quand même pas beaucoup. Alors, l'évaluation environnementale, on vous dit quoi? On vous dit quand le sujet du réchauffement climatique est évoqué, il est dans l'évaluation environnementale. Patatras, il est un tout petit peu dans les PADD, quelquefois dans les OAP et très rarement dans le règlement. Alors ensuite, sur les 122 règlements sur 139 utilisés, alors là, îlot de chaleur urbain, absent. Bon, il en reste quand même 17. Hein. Et pourtant, 77, je vous dis, elle a bien bossé, hein, 77 des évaluations environnementales les évoquent. Bah, décidément, ça se perd en ligne. Hein. Et au sein du territoire de la métropole du Grand Paris, on s'aperçoit qu'on a une situation tout à fait délicieusement contrastée. Paris, je mets à part, avec son PLU bioclimatique, parle très souvent du sujet, notamment dans les OAP, hein, franchement moins dans le règlement. Et certains PLU, comme celui de Boulogne-Billancourt, montrent une sensibilité au sujet. Mais alors, les EPT, un peu moins, on va dire. Alors, les PCAET, plans climat, air, énergie territoriaux. Oui, je sais, ça fait un peu barbare. Alors, ils sont établis au niveau de l'intercommunalité et normalement, ce sont des documents stratégiques. Vous savez, la planification, le machin qui est censé regarder devant. Bon, leur force juridique n'est pas très grande, mais normalement, les PLUI et PLUI doivent respecter les PCAET. Ils doivent être compatibles. Bon, le résultat, c'est que le constat que nous faisons à la MRAE Île-de-France, c'est qu'ils sont délicieusement évasifs. Quand ils disent quelque chose, ils mettent pas ça dans le programme d'action, des fois qu'on ne sait jamais, ça pourrait servir. Alors le changement, là quand même, plan climat, air, énergie territoriaux, ça on parle de changement climatique. 38 fois dans le diagnostic, 64 fois dans l'évaluation environnementale, 16 fois dans le programme d'action, 13 fois dans la stratégie. Il y a de la perte en ligne. Hein. Alors, prise en compte des îlots de chaleur urbains, là c'est faible. Là, on a une citation par PCAET. Et pourtant, vous vous dites, c'est parce qu'ils sont tous sur la partie pas dense. Ils pensent jamais aux îlots de chaleur urbains. Eh bien non, c'est le contraire. Ce sont ceux de la partie dense qui ont été adoptés. Et, voilà. Et des approches comme celle de l'imperméabilisation, là on en parle un peu. Mais juste pour vous dire, je vous assure, on consomme beaucoup moins que ce qu'on avait fait avant. Ou alors c'est drôlement bien justifié. On a plein de raisons de consommer. Bon, voilà. Et ça peut revenir à ce que disait Franck Boutet sur la question de la démographie et de la projection démographique est quelquefois un peu étrange. Alors, on a un plan national d'adaptation au changement climatique. Bon, ok, est-ce qu'on parle d'adaptation? On a un plan depuis 2011. Peut-être qu'on aurait pu quand même. Et une des mesures phares, c'est intégrer la trajectoire d'adaptation dans tous les documents de planification publique. Eh bien, on n'a aucun des PLU. Encore une fois, il n'y en a que 140. Et seulement 5 des 15 PCAET. C'est quand même dommage. Alors, et pourtant, c'est un peu inquiétant. On considère le plan national d'adaptation au changement climatique considère que on va se prendre 4 degrés en moyenne en France métropolitaine. Autant dire que dans notre agglo, ça fait probablement plus.
Et si on ajoute que sur les îlots de chaleur urbains, on se prend éventuellement 10 degrés, ben, certains endroits vont devenir franchement inconfortables. Et donc, nous considérons que l'expression îlot de chaleur urbain rend assez mal compte du phénomène de la ville chaleur. On nous a parlé tout à l'heure de Paris à 50 degrés, ça a l'air sympathique. Alors, donc, en résumé, nos PLU franciliens sont très taiseux sur les questions d'adaptation au changement climatique. Désolée, j'ai décidé qu'il fallait que vous arrachiez les yeux pour lire. Non, j'ai pas fait exprès. La progression du nombre d'OAP santé est remarquable. D'OAP climat est intéressante aussi. Ça permet de reprendre dans le PLU des axes du PCAET, mais on a juste oublié que la ville de demain, elle est déjà là. Et donc, on se retrouve avec des OAP qui parlent de ce qu'il va falloir faire pour les constructions neuves, pour les nouveaux aménagements. Et donc, on se retrouve avec des politiques locales sur le sujet qui sont comme si elles étaient confrontées à une forme d'impuissance ou comme si elles orchestraient leur propre impuissance. C'est je vais prévoir de désimperméabiliser quelques centaines de mètres carrés dans un quartier. Je vais faire une cour oasis par-ci. Bon, mais on n'a pas vraiment un changement de trajectoire. Voilà. Alors les SCOT, on pourrait se dire c'est vachement mieux. Ben, les SCOT qu'on a examinés, le dernier c'était celui de la métropole du Grand Paris. Là, ils sont exactement aussi taiseux que les PLU. La question climatique, on est allé la chercher à la prescription 134 dans le SCOT de la MGP. Voilà, intégrer l'adaptation et la résilience climatique dans les opérations d'aménagement en s'appuyant sur la forme urbaine et l'agencement des fonctions et sur l'adaptation des usages et des paysages. Bon, ben, on est toujours sur après-demain. Hein. Donc, c'est pas tout à fait après-demain on rase gratis, mais après-demain on sera adapté. Et intégrer, alors je sais pas pour vous, mais intégrer chez moi, ça veut pas dire s'obliger à faire. Hein. C'est prendre en compte, réfléchir, voilà. Alors, les PCAET, les voilà. Pour nous, la première série de PCAET n'est pas à la hauteur des enjeux. Ils évoquent un peu l'adaptation, et avec Franck Boutet, on a compris pourquoi. Mais il nous semble qu'ils sont assez loin. Et alors, on a le sentiment que la stratégie d'adaptation, alors ça, c'est pas très gentil. On a le sentiment que la stratégie d'adaptation est d'autant plus faible que y a des espaces forestiers, parce qu'à ce moment-là, le document considère que ça suffit. Hein. Il y a largement ce qu'il faut. Et en fait, il nous semble qu'il y a des services qui fonctionnent en silo. Ça n'arrive jamais, bien sûr. Mais que les services environnement feraient les PCAET et que les services urbanisme feraient les PLU. C'est une hypothèse, bien sûr. Voilà. Alors, pour les projets, eh ben, je vous le dis tout de suite, c'est tout pareil. Les dossiers qu'on a examinés, les AC, les opérations de renouvellement urbain. Alors, les opérations de renouvellement urbain, c'est simple. On rase tout, on reconstruit, parce que des fois on pourrait faire avec l'existant, ce serait quand même plus économe de ressources. Non. Et alors donc, on ne traite pas, ou presque pas, du changement climatique, et on a le sentiment que c'est parce que le temps d'amortissement du projet paraît tellement loin que c'est pas la peine de s'intéresser à 2050 ou 2100. Et en plus, on nous tient un langage absolument délicieux. Le principe est simple. Mais moi, je suis tout petit, j'ai pas d'influence sur le changement climatique. Alors, individuellement, il n'y a aucun doute que
les projets, à quelques exceptions près, n'ont pas d'influence sur le changement climatique. Sauf que, avec la somme des projets, on est quand même bien dans la mouise avec le changement climatique. Donc il va falloir qu'on joue un peu au colibri. Alors, un exemple, ça c'est l'extension du centre commercial Rosny 2. J'ai pas eu de chance, j'aurais pu prendre la Bassée. Bon, alors, la contribution du projet d'extension à la formation de l'îlot de chaleur urbain, c'est très limité, nous dit le dossier. 0,1 degré. Alors rassurez-vous, on va quand même pas démontrer les résultats. On regarde pas l'environnement dans son ensemble et on considère, et là le juge s'y met, le tribunal administratif de Montreuil a considéré que les permis de construire qui ne prennent pas en compte l'analyse cumulée des effets d'îlots de chaleur urbains avec les opérations existantes ne respectent pas le principe de précaution et doivent les prendre en compte. Si le juge s'y met, peut-être qu'on a une chance. Alors, Paris, de ce point de vue-là, c'est encore pire que tout. Paris, c'est une ville du déjà là. Hein, ça, c'est pas la peine d'insister là-dessus. D'ailleurs, on espère que le bâti existant a une vocation à demeurer, parce que sinon, c'est qu'il se passe des choses un peu bizarres. C'est une ville très dense. Alors, du point de vue de l'atténuation, c'est très très bien. Du point de vue de l'adaptation, c'est très compliqué. Et donc, on a un PLU qui est très ambitieux et c'est pas très simple à mettre en place. Merci pour ce panorama francilien. On a quand même 3 témoins qui sont là pour justement nous présenter leur démarche. Et donc effectivement, dans un premier temps, je m'adressais à la ville de Paris. On a entendu beaucoup ce matin l'enjeu d'adaptation très fort pour la ville de Paris et le fait que le PLU est un des leviers identifiés pour répondre à la problématique. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler les singularités du territoire parisien et les grands axes du projet de PLU dont l'approbation est prévue très prochainement, la semaine prochaine? Je suis Jean-Pascal Leuzy, je dirige le service qui est en charge notamment du plan local d'urbanisme, sa révision actuelle, et après suivront les secteurs sauvegardés. Enfin, tout ça est une question effectivement d'héritage et de territoire qui existe. Alors, avant ça, une chose, la ville existe déjà, oui et non. C'est-à-dire que matériellement, il y a des choses qui existent, mais la question des usages est fondamentale. Et ça, c'est très présent aussi dans le PLU. Donc il y a une partie qui vous est présentée, mais ça mériterait de voir le reste. Donc oui, Paris est constitué, les opérations qui restent sont en périphérie, et par rapport au nombre de mètres carrés, c'est minime, déjà occupé, déjà existant. Et là, vous avez des cartes dont les couleurs parlent. Donc parler après la mission, on a eu l'évaluation du PLU. Il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte et qui nous amènent dans le document à vous présenter différents volets qui sont peut-être inhabituels, notamment les orientations d'aménagement et de programmation qui ne sont pas sectorielles mais programmatiques. Pardon, je me suis trompé de sens. Donc Paris est une ville minérale, il y a énormément de prescriptions générales et localisées. Alors dans général, c'est notamment toutes les règles de morphologie qui amènent à préserver ou à planter, avec des questions d'infiltration, j'y reviendrai. Il y a des règles qui sont plus exigeantes que les règles nationales concernant le bâtiment, que ce soit, alors il y a toute une nomenclature, mais construction neuve, mais aussi tout ce qui concerne les réhabilitations. Donc là, dans ce PLU, on est à la lisière de choses qui, habituellement,
serait plus du code de la construction et de l'habitation pour les professionnels, mais qui légalement peuvent faire l'objet de prescriptions dans le PLU. Et puis les réductions d'émissions de carbone, notamment j'y reviendrai, sur la notion de ville du quart d'or, donc ce qui rejoint ce que disait Franck Boutet sur le fait que vivre en ville, ça économise de l'énergie. Alors, on en revient à ça, la ville qui existe, au moins dans sa pierre, c'est un PLU qu'on appelle de la transformation, c'est favoriser tout ce qui concerne la réutilisation, le rapetassage, la réparation, et qui, dans des bilans carbone, rendent défavorable le fait de démolir et de reconstruire. Donc bon, je n'ai pas détaillé, mais ça concerne les surélévations, les épaississements. Singularité aussi, c'est que dans cette révision, jusque-là, le PLU, au fond, concernait des bâtiments articulés par rapport à la rue, dans l'urbanisme qui prévalait avant la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a des secteurs dits modernes qui ont été identifiés, modèle tour-bar sur la parcelle, avec des règles particulières pour pouvoir retoucher au bâti. Alors, certainement qu'une des opérations les plus emblématiques sont celles du type Laqueton et Vassal. Alors, dans Paris, c'est la tour Bois-le-Prêtre. Donc, c'est que faire de ce bâti. Dans les objectifs, alors il y a ce qu'il y a dans le projet d'aménagement développement durable, les OAP thématiques, j'y reviendrai, notamment qui concernent la santé, les OAP sectorielles, ça, vous êtes certainement plus familiers, et le règlement. Dans les OAP, sur l'adaptation du bâti et l'espace public, je vous indique que dans les OAP, ce qui est aussi peu courant, dans un PLU, il y en a qui concernent, et des règles qui concernent l'espace public. Alors notamment, vous parliez des rues tout à l'heure, des rues végétalisées, donc à Paris, c'est rues aux écoles. Il y a aussi toute une campagne concernant les cours oasis. Ça, c'est un exemple. Le végétal, donc c'est à la fois dans la rue, espace public, je le disais, mais aussi sur le bâti, avec un principe d'encourager la végétalisation, d'obliger même, pour obtenir le permis, la végétalisation des bâtiments. Polycentralité et proximité, alors c'est 10 villes du quart d'heure, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur qu'est-ce qui permet d'avoir le plus de choses à côté de chez soi. Alors concrètement, et j'en reviens aux questions d'usage, la ville c'est à la fois du logement, mais ce sont aussi des commerces, et l'Internet et la façon dont on a d'une certaine manière accompagné ou favorisé le développement de tout le commerce en ligne. Même à Paris, il est besoin d'avoir des prescriptions extrêmement contraignantes pour préserver le commerce de proximité. Il y a aussi des parcelles qui sont identifiées pour des équipements, par exemple des équipements de santé, enfin tout ce qui concerne les besoins aux populations. Tout ça concourt à avoir une pensée aussi qui s'intéresse au quartier et pas seulement à une parcelle après l'autre, telle qu'on pourrait avoir tendance à le faire si on est focalisé sur le fait qu'un PLU sert à délivrer une autorisation d'urbanisme. J'y reviendrai à la fin sur la notion d'externalité positive. Les questions d'alimentation des récultures urbaines, bon, ça fait partie des choses qui sont présentes, même si bien évidemment on n'imagine pas qu'on va nourrir Paris en autonomie, en autosuffisance. Les modes actifs, bien c'est tout ce qui favorise la marche et le vélo et défavorise la voiture, avec des règles notamment de stationnement. Il y a dans beaucoup de PLU, on demande à ce qu'il y ait un certain nombre de stationnements obligatoires. Là, c'est l'inverse, c'est ça et pas plus. Renforcer l'offre de soins, donc c'est ce que je vous ai dit là en parlant de la ville du quart d'heure. Donc ça, c'est le lien avec les questions de santé tout particulièrement. Avoir des professionnels de santé qui ont des locaux accessibles, c'est à Paris, compte tenu du prix de l'immobilier, un enjeu. Alors sur des choses qui sont peut-être plus attendues, il y a la qualité de l'air, avec en l'état du droit positif quand même des formes de limites de l'action, puisque tout un tas de choses liées à la qualité de l'air, le bruit et autres ne peuvent pas encore de manière aussi prescriptive que d'autres être dans des documents d'urbanisme. C'est pour ça que vous avez des OAP thématiques, notamment beaucoup de choses dans l'OAP thématique santé. L'exposition aux pollutions atmosphériques et nuisances sonores, ça on peut le faire à travers le zonage.
Les infrastructures, là aussi, le pluie n'est pas directement dans le PLU tel qu'on pourrait parfois le souhaiter. Donc on en vient à des questions aussi de forme urbaine et après de discussion avec les pétitionnaires en fonction des projets de la localisation. Le risque inondation, bien sûr, ça, c'est j'ai envie de dire, d'abord ne pas nuire, réduire à l'exposition au risque. Alors là aussi, la Seine, elle est où elle est, et plus on est près de la Seine, plus le bâti est en général ancien à Paris, à part aux limites de la ville, donc c'est faire avec. Et la désimperméabilisation, donc là aussi, ce sont différentes dispositions qui peuvent, à l'échelle de la parcelle, j'ai évoqué l'espace public, mais à l'échelle de la parcelle, soit la préservation à la fois de ce qui est végétalisé, ce qui est planté, et de la pleine terre. Ensuite, il y a aussi la préservation en tant que telle des espaces non bâtis, ou alors on peut demander, donc avec la conservation de volume bâti et de ce qui est du vide, donc on s'intéresse autant au vide, enfin en tout cas on s'intéresse aussi au vide dans ce PLU, et après il y a la demande à ce qu'il y ait des lieux que l'on identifie comme pouvant être végétalisés, et on dit là il faudra végétaliser. Dernière chose avant de passer la parole à Eric Valéry-Mantsou, ça concerne les externalités positives. Alors c'est une singularité, c'est une forme d'utilisation du droit qui est peut-être nouvelle, enfin à ma connaissance ça ne s'était pas fait. Il s'agit donc de choses qui doivent être respectées pour avoir son permis ou son autorisation, enfin quelle que soit l'autorisation de travaux, enfin bref. C'est-à-dire c'est pas un label, c'est pas à votre bon cœur, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de permis. La singularité, c'est que dans les obligations auxquelles doivent se conformer les pétitionnaires, il y a une forme de choix qui peuvent opérer. C'est-à-dire qu'ils doivent se conformer à l'ensemble des prescriptions du PLU et ils doivent de surcroît, et je vais détailler, dans certains cas, aller plus loin que les règles qui sont indiquées. Alors, la façon donc je ne sais pas si c'est conceptuellement, c'est quelque chose de vraiment nouveau et je peux comprendre que ça demande un effort pour saisir ce que je décris là. Donc, pour les constructions neuves et les restructurations lourdes de plus de 150 mètres carrés, donc il y a une définition des restructurations lourdes dans le PLU, il y a une forme de classification de 3 types de prescriptions dans le PLU, biodiversité, environnement, programmation et efficacité énergétique. Et là-dedans, on demande aux pétitionnaires dans deux de ces catégories au moins, et dans une de ces catégories, vous voyez qu'il y a 3 items qui sont précisés, donc dans 3 cas, il doit y avoir une partie du projet qui doit aller plus loin. Donc, vous avez par exemple plus d'espace libre, moins de construction, plus de plantation, par exemple. Vous avez le fait de récupérer les eaux de pluie. Vous avez la mixité sociale, par exemple. Si vous n'avez pas à faire plus de temps de logements sociaux, vous allez en faire plus. Les fonctions urbaines, pareil. Si votre programme ne vous n'amène pas à avoir une diversité programmatique, vous le faites. Et animation de rez-de-chaussée, là, ça sera peut-être plus parlant. Si vous n'avez pas à mettre de commerce ou avoir des associations, que sais-je, au rez-de-chaussée, et dans votre projet, parce que vous avez analysé les besoins du quartier et ce qui peut fonctionner, un commerce par exemple, ça ne se met pas n'importe où, eh bien vous le faites. Et enfin, sur l'efficacité énergétique et la sobriété, donc il y a la performance énergétique du bâti, le confort d'été ou la réduction de l'impact carbone. Donc ça, parmi les nouveautés ou les innovations dans ce PLU, voilà, ça s'en fait partie. Je vous laisserai. Le PLU doit être voté la semaine prochaine. Il va être présenté au Conseil de Paris le 20. Il y a un gros travail pédagogique que nous aurons à faire, un service après-vote. Et notamment, il y a un guide environnemental du PLU qui est en train d'être élaboré. Alors, il est vrai qu'il est beaucoup tourné vers les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Alors, peut-être que pour vous, concernant pour en tout cas, si je m'adresse aux personnes qui sont responsables de politique publique à l'échelle de votre territoire, ce sont des choses qui
ce que vous avez à gérer dépasse cette approche qui sera dans le guide. Alors, attendez, ça me fait... Voilà. Donc là, l'articulation aussi qu'il faut voir, c'est avec l'ensemble des politiques que mène la ville, parce qu'il n'y a pas que le PLU qui permet d'agir. Alors bon, vous avez des plans différents comme planter des arbres, de nouvelles ombrières, des rues aux écoles. Donc ça, toute chose aussi dont la ville peut être directement maître d'ouvrage sur l'espace public ou l'immobilier scolaire, par exemple. Et puis, vous avez un ensemble de plans qui existent. Il y a aussi un plan Paris Santé. Il y a un travail sur Paris 50 degrés. Bon, je ne vais pas détailler, mais il y a eu derrière un travail énorme avec les autres directions de la ville et entre les différents adjoints pour avoir une coordination de ces différentes politiques. Je m'arrête là et je passe la parole à Eri. Alors, je crois qu'on va passer le boulevard périphérique pour aller à la Plaine Commune. On sait que la santé occupe une place importante dans le PLUI en vigueur actuellement à Plaine Commune, et c'est un sujet qu'il est prévu d'approfondir encore plus dans la révision qui est en cours. Et donc, est-ce que vous pourriez nous rappeler les enjeux de santé auxquels est confronté le territoire de Plaine Commune et comment est-ce que vous le déclinez aujourd'hui dans le PLU en vigueur? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Alors, nous, à Plaine Commune, les problèmes de santé, on connaît ça depuis tout le temps. Puisqu'en fin de compte, on a été, en tout cas au moins sur la partie sud du territoire, la plus grande zone industrielle d'Europe pendant longtemps, puis après la plus grande friche de désindustrialisation. Donc bon, on est sur un territoire qui est traditionnellement très pollué. Donc sur la pollution des sols, finalement, nous, on a été obligés de la prendre en charge assez tôt et assez vite. Parce qu'il n'y avait pas le choix et on avait quand même des pollutions de sol extrêmement fortes. On en a encore et des zones qu'on ne sait pas traiter, donc du coup qu'on ne bâtit pas, et, bien évidemment. Et puis ces dernières années, et c'est arrivé déjà avec le premier PLUI, nous on a élaboré notre PLUI en 2020, enfin on l'a approuvé en 2020, et sur le travail préparatoire a commencé à se poser très fortement la question de la pollution de l'air, puisqu'on est un territoire qui est traversé par l'autoroute A1, par l'autoroute A86, qu'on est bordé par Paris et donc avec les périphériques, et qu'en dehors des périphes de l'A86 et de l'A1, on a tout un tas de RN qui sont aussi très circulés et qui servent de liaison est-ouest pour le territoire de la Seine-Saint-Denis. Alors nous, contrairement à je sais pas quel EPT, nous on fait le PLUI avec la direction écologique chez nous, qui est la DGTR, qui existe depuis une quinzaine d'années déjà, parce que nous effectivement à l'urbanisme on n'est pas du tout des experts forcément sur ces sujets-là. Et puis parce que voilà, on a chacun des métiers, donc on a aussi besoin de gens qui nous poussent derrière en disant bah ouais mais là bon. Donc du coup, notamment la pollution de l'air, c'était bien un sujet porté par la direction de l'écologie à Plaine Commune, qui a été remonté aux élus. Et là, on s'est dit bon, ok, on a un problème, mais pour commencer à le traiter réglementairement, il faut l'étudier, le mesurer, voilà. Donc du coup, entre le PLUI de 2020 et là la révision, donc on a fait une révision qu'on adopte, donc on arrête en conseil de territoire la semaine prochaine. Cette révision à la base, elle avait pour objectif principalement de faire sortir quelques gros projets du territoire, des projets alors publics ou parapublics, enfin en partenariat, et notamment du NPNRU qui avait besoin d'être toiletté, bon voilà, de différentes opérations, et pas beaucoup plus que ça quoi. Et puis finalement, quand on a commencé le travail, et comme on l'a fait en interne et du coup en interdirection à Plaine Commune, je crois que c'est ça qui a fait aussi émerger d'autres sujets. On a eu la chance d'avoir des élus qui ont énormément porté tout le travail qui a été fait et qui l'ont poussé et puis qui l'ont du coup validé.
finalement, on s'est plutôt orienté sur un PLUI qui protège, qui va essayer en tout cas de protéger la santé humaine. Et notamment sur la pollution atmosphérique, qui est un vrai sujet quand même chez nous. Alors, une fois que j'ai dit ça, on a eu, comme chaque révision de PLUI, on a eu le porté à connaissance de l'État qu'on a reçu. Alors voilà, c'est le porté à connaissance de l'État, ça ressemble un peu au bottin des PTT quand même. Puis c'est pas toujours très cohérent non plus, quoi, parce que vous avez alors les collègues, de l'autorité environnementale qui disent oui, alors la pollution de l'air, tout ce qu'a dit, super. Et puis à côté, vous avez les bâtisseurs de l'État qui disent bon, alors ok, mais alors là maintenant c'est 4000 logements par an, et puis c'est ceci, puis si cela. Donc du coup, ce qu'il faut quand même aussi intégrer, c'est qu'à un moment donné, les collectivités, quelles qu'elles soient, on est aussi le réceptacle de toutes les politiques publiques portées ailleurs, et que franchement, heureusement que nous tous là, on est quand même super forts en Tetris, parce que sinon on n'y arriverait pas quand même, quoi. Parce qu'à un moment donné, les politiques publiques, elles sont portées par tout un tas de ministères et de directions un peu partout, sauf qu'en fin de compte, elles se coordonnent pas bien, quoi. Le meilleur exemple, c'est les bâtiments. Il faut isoler par l'extérieur. Bah ouais. On va aller en parler aux architectes des bâtiments de France, parce que eux, ils sont pas super chauds pour l'isolation par l'extérieur, parce qu'après, effectivement, on n'a plus beaucoup de patrimoine non plus, quoi. Donc ça, c'est l'exemple que tout le monde connaît, mais on en a plein d'autres, des comme ça. Donc, du coup, alors attendez, je me trompe encore, pardon. Voilà. Du coup, on a pris un peu à bras-le-corps l'histoire de la pollution atmosphérique, parce qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs la seule pollution qui n'est régie finalement par aucune législation qui s'applique au sein d'un permis de construire. Le sol, on a ça en législation. Le bruit, on a des choses. Alors après, voilà, donc la MRAE nous écrit, il faut traiter le bruit, mais fenêtre ouverte. Bon, là, j'avoue qu'on est en échec, mais bon. Mais par contre, on s'est dit que l'air, oui. Donc on a fait, entre le PLUI de 2020 et celui de 2023, on a fait plein de tests. On a mis des capteurs, pour regarder là où c'était pollué, pas pollué. C'est pollué un peu partout. Puis surtout, regarder comment se comporte la particule fine. Donc on n'a pas attendu quand même 2023 pour modifier des opérations. On avait des opérations qui étaient à proximité de la 86, notamment à la Courneuve, en ZAC, qui étaient prévues. Et là, on s'est dit que par précaution, on a fait modéliser l'ensemble des plans masse. Bon, et on n'a pas réussi effectivement à protéger les gens. Donc on a annulé les opérations. Voilà, finalement, il a été décidé de pas les faire. Et donc, maintenant, dans notre PLUI, en fin de compte, on aura des... mais ça, après, c'est ma collègue Charlotte qui va vous expliquer dans le détail. Mais dans le volet réglementaire, donc ce sera dans le plan de zonage et repris dans le règlement écrit. Alors évidemment, on a une OAP santé environnementale, bien sûr, mais... Un permis avec une OAP doit être compatible et pas conforme avec un règlement, ça doit être conforme. Donc on s'est arrangé par un petit tour de passe-passe là, de le mettre dans les deux. Et on a des zones où on est en dépassement. Alors c'est les zones de dépassement des seuils français. C'est pas l'OMS. On nous a demandé l'OMS. On a cartographié par acquis de conscience, mais du coup les seuils de l'OMS, Paris est inconstructible, toute la première couronne et la moitié de la seconde couronne. Du coup, on n'a pas pu le faire parce qu'après, on répondait pas aux 4000 logements par an non plus. Donc on a déjà pris les seuils français, c'est déjà un bon début. Et donc, on a des zones où il sera, donc en secteur de dépassement, où ce sera interdit de construire du logement, enfin tout ce qui est logement et hébergement, là, toute cette grande catégorie-là. Et également tout ce qui est équipement sensible. Bon, en gros, c'est tout ce qui est scolaire, parascolaire, médical. Voilà. En gros, dans ces zones-là, la seule chose qui sera possible de construire, c'est éventuellement du local d'activité, du bureau ou de l'hôtellerie. Enfin, tous les bâtiments qui ont des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Et encore, l'autorisation sera donnée à condition qu'il y ait quand même une étude de modélisation pour voir comment la particule se comporte, notamment sur les prises d'air des bâtiments qui seront forcément sur les façades arrière.
Et ensuite, on a des zones de surveillance et de vigilance. Donc autour des autoroutes, c'est 200 mètres. Et autour des RN, c'est 35. Où là, on dit, bon bah, quand on n'est pas en permis d'interdiction, on peut construire a priori tout type de destination, enfin bon, sous réserve du plan de zonage bien évidemment. Mais par contre, on demande quand même une étude qualité de l'air pour voir quelle est la qualité de l'air à cet endroit-là et voir comment la particule agit sur les bâtiments ou pas. Et dans l'OAP santé environnementale, on met tout un tas de pistes en disant bah voilà, parce que la particule, en fin de compte, on peut y échapper des fois en se reculant un peu, en se mettant à bière, en faisant un appel d'air, enfin en mettant une petite butte, enfin il y a tout un tas de choses où finalement quand elle cogne dessus, elle repart sur le plateau de l'autoroute, ce qui est quand même mieux. Voilà. Après sur les autres sujets, on a une OAP aussi qui s'appelle réhabilitation et construction neuve. Alors pour rebondir sur la première question là, oui. Alors nous on est d'accord aussi. On a alors des logements vacants on en a mais bon pas pléthore. Par contre on a pas mal de bureaux vacants. Je dirais assez classiquement, mais enfin je crois qu'on est à plus de 22% maintenant. Et donc effectivement cette OAP raconte que on a mis des éléments dans le règlement aussi. Que si un immeuble de bureau est transformé en logement, bon, indépendamment alors sans jamais toucher au volet nature en ville, parce que ça, les élus y tiennent beaucoup. Donc dans le volet nature en ville, vous avez tout ce qui est les arbres, la pleine terre, l'emprise au sol, les terrasses actives, etc., etc. Mais enfin, on a d'autres billets quand même pour inciter un petit peu à transformer ces bâtiments-là, en donnant de la constructibilité supplémentaire si quelqu'un arrive à faire dans un immeuble de bureau vacant du logement. Après, c'est compliqué parce qu'on a aussi des exigences un peu importantes sur la qualité des logements pour nos habitants. Et dans un immeuble de bureau, bon, en tout cas sur la dernière période, on était plutôt sur des épaisseurs très fortes. Donc à transformer en logement, c'est pas simple. Donc voilà. Mais et quand on aura affaire à un permis de démolir, on demandera effectivement des diagnostics qui soient alors techniques, économiques, sociaux, enfin tout un tas et environnemental, etc. pour effectivement prouver que finalement c'est la démolition qui est la meilleure solution avec la reconstruction derrière, plutôt que la réhabilitation du bâtiment avec un changement de destination ou des extensions. Bon voilà, donc on va essayer de mettre tout ça en place. Et puis, alors après peut-être quand même, ça se traduit quand même beaucoup dans le PADD. Donc là, vous avez le PADD 2020. Donc on avait déjà quand même un territoire écologiquement responsable. On avait déjà une OAP à l'époque, mais qui était un peu une OAP un peu fourre-tout, quoi. C'est-à-dire que dans cette OAP qui était, voilà, on avait mis un peu de santé, puis un peu d'arbres, enfin on avait mis un peu de tout, du plus, du moins, enfin bon bref. Donc au bout du compte, personne s'en servait jamais, quoi. Donc là c'est pour ça qu'on a vraiment bien saucissonné nos OAP. Alors, on a plus des OAP thématiques, mais en tout cas elles traitent tous d'un thème tout à fait précis. Et finalement quand on les lit, on s'aperçoit bien que le fil qui les relie, c'est à chaque fois l'histoire de la transition écologique, quoi, de façon systématique. Et on a aussi beaucoup d'OAP sectorielles. 37, Charlotte, c'est ça ou je me trompe? 37. Et en fin de compte, dans chaque OAP sectorielle, on a repris les enjeux de transition écologique en disant, bah voilà, là on a une OAP sectorielle, donc qui raconte ça, et du coup, voilà, sur les enjeux écologiques, voilà à quoi et comment répond l'OAP sectorielle. Et donc, vous voyez, dans le PADD de 2023, en fin de compte, la transition écologique, santé et résilience est devenue quand même le chapitre numéro 1. Donc, c'est quand même pas rien pour des collectivités, malgré tout, parce que effectivement, c'est quand même ce sujet-là qui contraint beaucoup les constructions. Et quand on est maire et qu'on doit construire pour tout un tas de raisons, moi je trouve que c'est plutôt vachement bien que des élus portent ça et le mettent en point numéro 1. Voilà. Et puis après, on a voilà. Après, je vais peut-être laisser la parole à ma collègue Charlotte, qui vous fera peut-être
Ou pas, On ou va- s'il y a des questions ou... On aura d'autres, vous aurez encore, je vais vous poser d'autres occasions pour pouvoir justement approfondir ces sujets-là. Mais avant, on va peut-être passer à la présentation du territoire de la communauté de communes Basse-et-Montois. Donc on s'éloigne de la zone centrale de Paris. On arrive dans un territoire qui est beaucoup plus rural et vous êtes doté d'un PLUIH, Oui, qui est une particularité. Donc c'est un plan local d'urbanisme intercommunal et de et l'habitat. l'habitat. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter vos enjeux et quelles Oui. grandes orientations vous portez à travers ce projet? Bonjour. Déjà, on va vous situer d'où on vient, la vraie ruralité, mais en Île-de-France. Vous connaissez un petit peu. Et donc, on a 42 communes avec une population de 23 000 habitants. Des communes très rurales, 25 communes de 500 habitants et puis 2 communes de plus de 2000 habitants. Donc au niveau de l'urbanisme, il y avait 13 communes en carte communale, 7 communes en PLU et 22 communes en RNU. Donc pour vous préciser notre région, on a une richesse naturelle environnementale, donc une réserve naturelle nationale, avec 2 arrêtés de protection de biotopes, des sites Natura 2000, des ZPS. Donc les ZPS, c'est des zones de protection spéciale directive européenne oiseaux. Et les ZSC, c'est la zone spéciale de conservation. Et puis des SNIEF. Alors les SNIEF, c'est des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc vous voyez qu'on a une richesse dans notre secteur à protéger l'environnement et on a un beau cadre de vie. Il y a des réservoirs de biodiversité forcément et une zone humide d'intérêt national. Donc on avait engagé un PLUI en 2017. On l'a arrêté, on n'a pas pu aller tout à fait jusqu'au bout avec des projets d'État qui sont conjugués, notamment le grand gabarit de la Seine. On a préféré l'arrêter. Donc c'est quand même un document unique qu'on a fait avec les 42 communes. Donc c'est important que les 42 maires se mettent autour de la table pour travailler sur ce PLUI. Et puis, la suite de l'approbation du SCOT, on a ajouté un volet habitat parce qu'on s'est dit on fait un PLU et c'était aussi intéressant d'ajouter l'habitat. Et on a eu aussi l'intégration d'un dispositif des petites villes de demain avec les aménagements pour donc les 2 pôles importants de notre territoire, Bray-sur-Seine et Donne-Marie. Donc ce PLUIH ne s'inscrit pas dans une démarche d'urbanisme favorable à la santé stricto sensus, ça c'est un label, mais il permet l'articulation de l'ensemble des politiques publiques dans un projet de territoire. Comme je vous le disais, c'est vrai que la réflexion, on l'a eu avec tous les maires, au lieu que chacun fasse un PLU dans chez soi, dans chaque commune, comme il y a 42 communes, on s'est tous mis autour de la table et notre réflexion a été importante pour l'aménagement de notre territoire. Donc il est compatible avec le SDRIF, bientôt avec le SDRIFE, le SCOT et le PCAET, donc qui contient 45 mesures qu'on commence un peu à appliquer, mais il sera mis en route pour 2025. Donc les différents zonages, il y a 62% du territoire qui est en zone agricole, comme vous l'avez vu sur notre carte, 34% du territoire en zone N et 4% du territoire en zone U. Bonjour à tous. Alors, où en est-on aujourd'hui de notre procédure d'élaboration du PLUIH? En fait, notre projet a été arrêté en conseil communautaire. Donc, aujourd'hui, on est à l'aube de l'enquête publique puisqu'elle va débuter à compter du 2 décembre prochain. Jusqu'au 10 janvier 2025, donc avec un projet de pouvoir approuver notre document sur le premier trimestre de 2025. Au niveau du PADD, donc on avait 4 grands axes de travail et d'orientation. Le premier, c'était de retrouver la dynamique démographique du territoire en la réorientant selon son armature urbaine, puisqu'on avait constaté entre le PLUI de 2019 et le PLUIH
engagé qu'on avait perdu des habitants. Donc voilà, c'était de restaurer, de retrouver une dynamique. Un axe 2 sur la diversification de l'économie locale en lien avec les atouts et les ressources du territoire. Et un axe 3 sur le maintien de la qualité du cadre de vie pour le développement aussi des services et la préservation du patrimoine bâti du territoire. Et un dernier axe sur la préservation des paysages, l'environnement et l'aménagement du territoire résilient et durable face aux effets du réchauffement climatique. Merci pour cette présentation. Donc là, vous allez pouvoir chacun approfondir un sujet de votre PLUI. Donc je vous demanderai pour rattraper le petit retard de rester sur 5 minutes chacun. Donc tout d'abord sur le projet de PLUI de révision sur pleine commune. Donc vous souhaitiez détailler l'OAP environnement et santé qu'on a un peu vu tout à l'heure. Vous m'entendez ? Bonjour, vous m'entendez bien ? Anne a déjà un petit peu raconté voilà le principe du passage de ces 3 OAP dans le PLUI de 2020 à 8 OAP thématiques, chacune sur un thème plus resserré. Et donc on a maintenant, donc ça c'était l'OAP du PLU antérieur, donc l'une des 3 qui traitait de environnement et santé, mais du coup qui traitait à la fois de trame verte et bleue, d'enjeux paysagers, de santé environnementale, etc. C'était une OAP un peu fourre-tout, un peu littéraire et qui était assez difficilement appropriable, notamment par les services instructeurs. Donc on avait un petit peu de mal à la rendre opérationnelle. Et voilà, c'est pour ça que du coup, dans le nouveau PLUI de 2024, on a souhaité avoir une OAP qui s'appelle toujours santé et environnement, mais qui traite vraiment uniquement de la protection des populations par rapport aux pollutions atmosphériques, sonores et à la pollution des sols. Et je vais revenir plutôt sur la pollution atmosphérique parce que c'est l'axe principal. Donc ce qui nous a amené à faire cette OAP, c'est bien le porter à connaissance de l'État, le cadrage de l'autorité environnementale et les expérimentations qu'on a conduites sur certains secteurs à la Courneuve et à la Porte de la Chapelle, dont Anne vous a parlé tout à l'heure. Voilà, donc l'idée, c'est de limiter l'impact de la pollution atmosphérique sur les populations du territoire en délimitant 2 secteurs. Et je vais venir assez vite à la carte pour vous montrer. Voilà, donc un secteur qu'on voit en violet hachuré, dans lequel on dépasse en fait les valeurs limites réglementaires sur la particule NO2. Donc on voit que ça reste assez limité sur le territoire, mais c'est des secteurs où on est vraiment au-dessus des seuils français, donc bien au-dessus des seuils de recommandation de l'OMS. Et où donc on sait que la pollution de l'air et la qualité de l'air est vraiment très mauvaise. Et donc dans ces secteurs en hachuré violet, donc qui sont notamment, on le voit là, autour de la Porte de Paris du Stade de France, aux abords du périphérique et sur Wilson, et puis un petit peu à la Courneuve, on est donc en interdiction. Donc ça veut dire que dans ces secteurs, même si le règlement de zone le permet, on peut plus faire de logements collectifs et d'établissements sensibles. Voilà. Donc c'est des destinations qui deviennent interdites. Ça vient ces secteurs-là. Bon là on voit pas le zonage en dessous, mais en fait ils sont sur le plan de zonage. Ils sont dans l'OAP, mais ils sont aussi sur le plan de zonage du PLUI. Et après on a des périmètres de vigilance. Donc c'est les périmètres qu'on voit en orange. Donc ils sont pas colorés, donc c'est peut-être plus difficile, mais voilà, ils viennent là sur le long des autoroutes, donc A86 et puis le long de la 1. Et le long on les voit en jaune sur 35 mètres sur toutes nos départementales qui accueillent plus de 10 000 véhicules par jour. Donc là, on sait que la qualité de l'air est aussi fortement impactée par la présence de ces véhicules. Et du coup, les projets sont soumis à la réalisation en fait d'une étude qui montre qu'ils prennent en compte la qualité de l'air. Donc c'est un peu une pièce complémentaire qu'on demande et on pourra détailler tout à l'heure aux pétitionnaires pour prouver que la qualité de l'air est prise en compte et que le plan masse de l'opération est adapté à la bonne prise en compte de la qualité de l'air. Voilà, je vais peut-être pas m'étendre sur le bruit, mais l'OAP traite aussi également du bruit en donnant plutôt des recommandations pédagogiques pour les porteurs de projets sur le bruit. Et de la même manière, on le fait aussi sur les sols en reprenant en fait la législation nationale. Mais voilà, on a centralisé tous les risques, mais néanmoins, c'est vraiment sur la pollution atmosphérique qu'on a une vraie marge de manœuvre.
sur le territoire bassémontois, c'est pas les mêmes problématiques. Vous n'êtes pas soumis aux mêmes pollutions urbaines que celles d'un territoire urbain dense. On l'a vu, votre territoire est riche en espaces naturels. Donc, quelles sont les priorités que vous ciblez et de manière à favoriser l'adaptation au changement climatique et la santé sur le territoire? Alors, on va repartir sur la base des 4 axes qu'on avait identifiés au titre de notre PADD, avec un premier volet qui concerne davantage, on va dire, l'habitat. Donc, c'est de privilégier, on va dire, une urbanisation déjà dans l'enveloppe urbaine des villes et des bourgs de villages pour résorber aussi les dents creuses. Et d'exclure le développement en extension des hameaux. Voilà. Alors, on parlait aussi tout à l'heure, et c'est un point que nous on a identifié, par rapport à la remobilisation des locaux vacants, plutôt que d'artificialiser, puisqu'on a constaté qu'on avait 9% de vacances sur notre territoire, et d'ailleurs donc notre PLUI a le volet H, donc volet habitat, et à ce titre la communauté de communes prend aussi des dispositions pour remobiliser une prime à la sortie de vacances à hauteur de 10 000 € par an. Après, il y a aussi l'amélioration de la qualité et de la performance énergétique des logements existants pour réduire leur impact environnemental. Donc là, on travaille dans le cadre du SUR, donc c'est le service unique pour la rénovation énergétique. Et comme on a 2 petites villes de demain, donc Bray-sur-Seine et Donne-Marie-Dontilly, on a une OPA RU, donc renouvellement urbain. Partant d'un constat que notre parc il est relativement ancien, qu'on a 58% des DPE qui concernent des logements énergivores, donc E, F ou G, contre 34% à l'échelle départementale. Donc il y a aussi à travers le SUR, depuis qu'il a été mis en place, on a constaté une bonne mobilisation de nos habitants pour l'amélioration de la performance énergétique. Donc ça c'est un bon déjà début, avec 400 dossiers par an qui sont traités depuis 2020. Lutter aussi contre l'habitat dégradé, puisqu'on a un dispositif qui a été mis en place au niveau de Bray-sur-Seine avec le permis de louer, et demain aussi sur Donne-Marie-Dontilly où il y a un projet. Il y a aussi favoriser le bien vieillir, donc là c'est plus à destination des personnes âgées, mais c'est aussi un sujet qui nous intéresse particulièrement, puisqu'on a constaté à travers notre diagnostic, on va doubler notre population de plus de 65 ans dans 10 ans, donc c'est un sujet qui va nous préoccuper dans les années à venir. Donc il faut aussi accompagner nos propriétaires pour l'adaptation de leur logement. Donc notamment au niveau de la communauté de communes, on porte un projet qui est la construction de petites maisons de ville individuelles pour aussi favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Donc avec 2 chambres chacune. Donc là, on va lancer les travaux très prochainement, puisque le conseil communautaire a délibéré le 12 novembre sur l'adjudication des marchés. Donc pour une livraison prévue fin 2026. Donc c'est un chantier qu'on se veut aussi entre guillemets exemplaire à l'échelle de notre territoire, puisqu'on va utiliser des matériaux biosourcés. Aussi on met en œuvre de la géothermie, donc accompagné en cela avec l'ADEME, et une attention qui est portée plus particulièrement sur le confort d'été et le confort d'hiver. Alors l'axe 2, c'est engager la diversification de l'économie locale en lien avec les atouts et les ressources du territoire. Les ressources du territoire, c'est comme c'est une zone agricole, on a beaucoup de céréales. Et aussi les carriers, il y a beaucoup de carrières et on a une richesse en sable. Comme si, je ne sais pas si on l'a pas trop détaillé sur la première carte, mais dans la vallée de la Seine, il y a une richesse en sable. Donc on tient aussi à garder dans notre secteur des activités économiques, parce que forcément, il faut qu'on ait de l'emploi sur place, ça évite aux salariés de se déplacer.
Et on a fixé des règles d'implantation d'implantation des activités économiques pour limiter les nuisances. Donc on a fait une exigence en matière de plantation et d'espaces verts. Et puis on a un port qui se situe aujourd'hui à Bray-sur-Seine, mais dans la ville, donc qui pose des soucis de nuisances, nuisances sonores, nuisances de la qualité olfactive avec la qualité de l'air. Et donc on tient à le déplacer pour que ça soit moins perturbant pour la population de Bray-sur-Seine. Donc on va développer ce port et on tient à favoriser justement ce type de transport pour nos marchandises du territoire. Et puis on va modifier les habitudes de déplacement par l'aménagement de nouvelles liaisons douces. On n'a pas de gare, donc on va profiter, comme je viens de vous le dire, du transport fluvial. Et puis, on a fait un schéma directeur cyclable pour inciter notre population, comme dans beaucoup de territoires, à prendre le vélo, notamment pour aller à la gare de Longueville, qui est dans la petite commune du Provinois, juste à côté. Et donc, on a pris la compétence voirie en 2021, mais c'est assez compliqué puisqu'il y a des voies départementales, il y a des voies communales, donc il faut qu'on mette tout ça en conjugaison pour développer nos pistes cyclables. Mais bon, on espère aboutir bientôt à un résultat, au moins d'une piste pour mettre en route. Après, sur le volet maintenir une qualité de cadre de vie, développer des services, donc là on a mis en place un certain nombre de dispositions, notamment il y a des règles facilitatrices d'implantation des constructions pour les équipements d'intérêt collectif comme des locaux de professionnels de santé. On a utilisé aussi le dispositif des emplacements réservés, à titre d'exemple pour les aires de loisirs, les espaces verts, les cheminements piétonniers ou vélos. Dans le cadre de nos OAP, qui nous sont des OAP uniquement sectorielles, on a mis des dispositions pour prévoir la réalisation de cheminements pour les modes actifs, donc piétons ou vélos, la réalisation de haies ou lisières en végétal. Donc vous avez un exemple d'OAP sur le côté gauche. On a 23 km de chemins protégés et aussi on a des boucles de randonnée beaucoup sur notre territoire qui sont mis en œuvre pour aussi permettre et de valoriser le patrimoine et notre territoire, que ce soit le patrimoine culturel mais aussi le patrimoine naturel. La mise en œuvre également d'un outil réglementaire qui sont les zones agricoles protégées, inconstructibles pour permettre une ouverture des paysages de la Bassée et préserver les vues et vallées. On utilise aussi le dispositif des zones urbaines de jardins à constructibilité limitée, donc c'est les zones UJ. On en a pour 241 hectares. Le but, c'est de préserver les espaces verts, limiter la création d'habitations en deuxième rideau, mais aussi pour limiter les nuisances et les problèmes de voisinage. On est traversé par la Seine, donc on prend en compte le risque inondation, bien évidemment. Alors c'est cartographié sur le plan de zonage par la cote des plus grandes eaux connues, parce qu'on n'a pas non plus de PPRI sur notre territoire. Bon, ça c'est quelque chose qui effectivement n'est pas existant, mais on est engagé dans le cadre d'un PAPI. Seine francilienne qui est en cours, par lequel on a identifié un certain nombre d'actions qui vont nous permettre aussi d'abonder dans de futures révisions notre connaissance du risque inondation et de sa prise en compte dans nos documents d'urbanisme. Ensuite, pour limiter les nuisances sonores, c'est l'éloignement des nouvelles zones à urbaniser, des axes de transport les plus bruyants, c'est aussi des dispositions qui sont prévues à ce niveau-là. Et puis l'axe 4, donc préserver les paysages, l'environnement et aménager un territoire résilient et durable face aux effets du réchauffement climatique. Donc comme vous avez vu, notre richesse de biodiversité, donc on les a classés, on les a protégés en zone N ou A. Délimitation des espaces boisés classés aussi, on les a protégés.
Préservation des éléments du patrimoine végétal, donc 18 km de haies, des arbres marquables, des aliments, des vergers, des mares et des planteaux protégés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même pas mal de carrières dans notre territoire et on tient à ce qu'ils soient réaménagés en zone, on peut dire écologique, parce que dans les plus anciennes, c'est vrai que on peut venir les découvrir et il y a quand même des espèces qui reviennent, des oiseaux et tout ça. Donc c'est important pour notre territoire. Donc justement, identification des 55 hectares d'espace écologique, préservation forcément des zones humides, disposition en faveur des espaces verts de pleine terre, alors avec un objectif de 30%, et également promouvoir le développement des énergies renouvelables via les ressources naturelles, forestières et agricoles du territoire. On a un méthaniseur dans notre territoire. Et puis, on va avoir une centrale hydroélectrique qui va être faite sur la Seine, sur un barrage de la Seine. Donc ça, c'est important pour notre secteur, même si ça a été très long à faire ce projet, mais bon, c'est important pour notre territoire. Oui, ça c'est une carte qui vous synthétise les zonages, donc AP en agricole protégé en jaune et tout le vert c'est naturel. Donc, Paris, on est à un contexte différent. On l'a vu avec un espace qui est déjà constitué, avec des protections patrimoniales. Donc, comment est-ce que vous avez géré cet aspect dans le PLU de manière à permettre l'adaptation du bâti au changement climatique et des espaces libres ? En fait, ce qu'il faut dire au préalable, c'est que le PLU de Paris traite à la fois de la santé publique et de la santé environnementale. Comment vous entendez? Là, c'est mieux. Donc, je disais que le PLU de Paris traite à la fois de la santé publique et de la santé environnementale. Donc, le corpus de dispositions à la fois réglementaires et des OAP se partage un petit peu entre ces deux catégories. La première catégorie, c'est effectivement celle qui s'appuie sur l'axe du PADD, de la ville inclusive et solidaire. Donc ça va être plutôt des dispositions, on va dire, spatiales, organisationnelles. Donc c'est l'implantation des réserves pour des équipements de santé, des équipements sportifs, la définition d'une ceinture verte et sportive dans laquelle vont être justement implantés ces équipements sportifs et un renforcement de la végétalisation. Mais c'est aussi la ville du quart d'heure, appuyée évidemment par les OAP ville du quart d'heure et l'OAP santé publique et environnementale. Le deuxième volet que je vais développer ici, c'est plutôt, on va dire, un volet qui a trait à la morphologie et à l'aménagement de physique de la ville et qui s'appuie sur l'axe du PADD qui veut la ville résiliente et en transition. Donc la pierre angulaire de ce volet-là, c'est en fait le bioclimatisme. Alors le bioclimatisme, depuis que l'homme construit, en fait, sans en avoir utilisé le terme, il l'a pratiqué, puisque l'homme de tout temps on va dire, a observé son environnement et a construit, on va dire, son habitat en fonction des contraintes de son environnement. Et à partir du moment où le pétrole est arrivé, on a un petit peu oublié tout ça. Donc l'idée, en fait, c'est de revenir un petit peu à ces fondamentaux et de faire du bioclimatisme la pierre angulaire, on va dire, de la partie adaptation du volet du PLU de Paris, aussi bien pour les constructions neuves que pour les constructions existantes. Du coup, au niveau des dispositions réglementaires, alors je vais les prendre un petit peu dans l'ordre qu'elles apparaissent dans le PLU. Bon, je ne parle pas du premier chapitre qui traite plus on va dire, des destinations, des équipements, etc. Ici, on arrive tout de suite sur la partie adaptation de l'existant. Donc, le maître mot, c'est effectivement d'inciter prioritairement à réutiliser les bâtiments existants. Donc, c'est assouplir les règles pour permettre justement de transformer ces bâtiments qui sont d'ailleurs, les plus anciens disposent de caractéristiques bioclimatiques déjà importantes, notamment avec la ventilation naturelle, les bâtiments traversants, etc. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des règles qui facilitent la transformation de ces bâtiments, y compris donc avec des dépassements de gabarit, des saillies plus importantes, etc.
Ensuite, il y a les règles morphologiques qui vont s'appliquer aux bâtiments, on va dire, plutôt neufs ou restructuration lourde. C'est-à-dire que ce sont des règles, en fait, qui vont agir sur plutôt les cœurs d'îlots, avec donc des règles de gabarit qui sont vraiment très différentes des règles précédentes. C'est-à-dire qu'on va avoir une bande constructive beaucoup plus fine. Et ensuite, on va avoir des cœurs d'îlots sur lesquels on va plafonner la hauteur et on va favoriser plutôt l'implantation des bâtiments en adossement aux limites, pour dégager des cœurs d'îlots qui réunissent, on va dire, les espaces verts qui sont sur les parcelles avoisinantes. Ensuite, on va avoir toute une série de règles sur la nature en ville, qui est un volet extrêmement important du PLU de Paris. Et pour ce faire, on a défini, on va dire, une sectorisation de renforcement du végétal qui s'appuie sur deux éléments, à la fois les espaces de trames vertes qui sont fonctionnels, qu'on doit renforcer, et ensuite les espaces de carence de végétal que l'on doit donc végétaliser au maximum et désimperméabiliser. Donc les règles du chapitre 4 s'appuient grandement sur cette sectorisation. Première règle, la règle des espaces libres, donc simplification de la règle précédente, beaucoup plus d'exigences en termes de superficie. La règle de base, c'est pleine terre. Après, il y a des exceptions, évidemment, mais si possible, pleine terre totale. Il y a un principe de majoration lorsqu'on est dans un secteur de renforcement, qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, il y a la caractéristique des plantations, la qualité, les strates, la notion d'unité de plantation pour définir la quantité de plantation qu'on intègre dans ces espaces libres. Ensuite, on a vraiment distingué deux règles spécifiques, une pour les espaces libres et une pour la végétalisation du bâti, ce qui n'était pas le cas dans le PLU encore en vigueur, puisqu'en fait, il y a un panachage entre les deux aspects. Mais là, du coup, on a défini une règle spécifique pour la végétalisation du bâti, avec un travail sur la qualité des substrats, les épaisseurs de substrats, avec donc un indice quantitatif qu'on doit respecter en fonction de la caractéristique du projet et en fonction de l'emplacement, est-ce qu'il est en secteur de renforcement ou pas. Donc une place prépondérante donnée aux arbres. Donc évidemment l'idée c'est de préserver le végétal existant. Donc les arbres existants, donc on reprend un petit peu la formulation du PLU précédent. On ne peut pas interdire dans une zone urbaine qui est destinée normalement à construire par essence dans le code de l'urbanisme, on ne peut pas interdire de supprimer tous les arbres. Simplement, on incite au maintien préférentiellement de ces arbres dans les projets, et si on ne peut pas les maintenir, à ce moment-là, on compense, on remplace l'arbre, et on peut même être amené à le remplacer en proportion double dans certains secteurs de renforcement du végétal, et on a intégré le principe du remplacement à volume foliaire équivalent, ce qui permet de garantir un peu mieux, on va dire, la nature et la qualité des arbres qui seront construits, qui seront plantés dans les opérations. Il y a aussi des respects de distance aux arbres par rapport aux arbres existants, des distances des constructions, volume de terre minimal par arbre, etc. Ensuite, nous avons toute une série de protections des espaces végétalisés existants. Donc, on avait déjà le principe des espaces verts protégés, donc ça, on a renforcé de façon significative. Je crois qu'on a presque 60 hectares supplémentaires d'espaces verts protégés. Une nouvelle catégorie qui sont les espaces libres protégés à végétaliser, qui donc sont plutôt destinés à protéger des espaces, on va dire, plus par leur qualité d'espace, avec quand même une injonction dans les aménagements de les désimperméabiliser. Alors par exemple ici dans la cour de ce bâtiment, là ici vous verrez en sortant, ça serait typiquement un ELPV, c'est-à-dire qu'on a respecté l'espace de la cour pavé, mais on a essayé de végétaliser au maximum, de perméabiliser le sol. Nous avons également rajouté des protections d'arbres, dits arbres remarquables. Donc c'est un démarrage. Dans ce PLU, on en a à peu près 260, 280. Sans doute que dans le cadre des révisions successives, on va augmenter de proche en proche le nombre de ces protections.
Voilà, donc également on protège les alignements et compositions sur l'espace public, et puis les espaces boisés classés sont également multipliés. Merci. Voilà. On va passer à une dernière question rapide, 1 minute à peu près pour chacun, s'il vous plaît. Donc, on vous avait posé la question d'avoir une clé de succès pour l'élaboration et ensuite la mise en œuvre du PLU, ou PLUI ou PLUIH. Et donc, voilà, je passe la parole à la communauté de communes Basse-et-Mantois, donc qui plutôt sur la phase amont, la phase d'élaboration du document. Alors c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il y a quand même 42 communes à mettre autour de la table. Donc c'était de faire adhérer les élus à cette proposition de PLU, travailler tous ensemble. Surtout que les élus, vous savez un peu, dans nos territoires ruraux, c'est pas des spécialistes de l'urbanisme. Donc il a fallu travailler et se mettre tous autour de la table. On a eu de la chance parce qu'on a profité des ateliers du territoire. La DDT à l'époque nous avait fait travailler, donc on a eu une connaissance du territoire, on est monté dans un car et on a fait tout le tour du territoire tous ensemble. Donc déjà la réflexion a aidé à dégager une vision commune sur notre territoire. Et puis donc on a fait une charte de gouvernance, défini les règles du jeu, des groupes de travail avec des conférences des maires. Et il y avait d'autres sujets aussi. Vous avez vu qu'on est dans un territoire agricole, donc il a fallu mettre les agriculteurs autour de la table pour qu'ils aient une réflexion aussi commune avec les carriers. Et puis on a fait beaucoup de réunions de concertation tous ensemble avec les différents acteurs du territoire. Un challenge aussi dans le cadre de l'élaboration de ce document, c'est aussi de faire prévaloir bien évidemment l'intérêt général sur la multitude d'intérêts particuliers qui viennent à nous, des usagers, des administrés, qui comprennent pas forcément non plus la lourdeur des normes qui s'imposent à nous. Dans un contexte aussi très évolutif, parce que effectivement, comme on a eu la première expérience même vis-à-vis des élus du premier PLUI de 2019 et aujourd'hui, le contexte normatif a évolué, donc il a fallu aussi déjà dès au début de la procédure faire beaucoup de pédagogie, que ce soit au niveau des élus et qu'au niveau des administrés dans le cadre des réunions publiques qu'il y a lieu et qui jalonnent toute la procédure. Donc ça a été aussi un challenge. Après, on l'a évoqué tout à l'heure, vous l'aviez évoqué aussi, c'est de faire face à des enjeux contradictoires entre personnes publiques associées, où il faut nous faire la part des choses. Après, dans le document définitif qui sera à construire, pour essayer de satisfaire tout le monde, mais bien évidemment tout le monde ne sera pas forcément satisfait parce que les enjeux sont pas forcément convergents. Et puis, c'est aussi de faire comprendre à la population aussi qu'on est sur un processus qui est long d'élaboration. Ça se fait pas non plus en 5 minutes. À partir du moment où on décide de se lancer et le moment où le document sort, là, on est sur un processus d'environ 3 ans. Là, en tout cas, pour notre cas. Donc, c'est aussi à faire bien comprendre qu'il faut aussi le temps de la discussion et de l'échange, de la concertation, et que tout cela, ça demande aussi du temps et qu'il y a des délais de toute façon incompressibles à respecter. Donc, voilà, c'est les difficultés ou les points de vigilance qu'on voulait vous faire partager sur les choses qu'on a déjà connues au jour d'aujourd'hui de l'étape de notre procédure où on en est. Évidemment, on n'imagine pas les difficultés qui viennent à nous par la suite, donc on va laisser aux collègues le soin de développer leur sujet de leur côté. Merci. Merci. Alors, à Paris, vous êtes à un stade chronologique plus avancé, puisque toutes les phases d'élaboration, concertation, enquête publique sont abouties. Et donc, quelles sont les pistes que vous avez identifiées pour favoriser, faciliter la mise en œuvre du PLU ? C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des critères qui sont renforcés par rapport à la législation nationale concernant les performances que doivent avoir les bâtis existants.
avec des règles de morphologie qui facilitent d'avoir des espaces extérieurs et aussi des formes de jardins d'hiver et autres. Enfin, tout ce qui, pour certains bâtis modernes, combine à la fois le système constructif, l'architecture et la performance du bâti. Donc là, vous avez des prescriptions, par exemple, par rapport à la RE 2020. Pour le logement, c'est moins 15%, le bureau 5%. Enfin, vous voyez, là, je vais pas, puisque je comprends que nous courons après le temps, mais c'est une chose, je ne sais pas si beaucoup de PLU rajoutent des exigences par rapport à des choses qui se trouvent dans d'autres réglementations que le Code de l'urbanisme d'habitude. Donc ça, c'est une chose. Alors, il y a aussi des choses, on encourage des matériaux biosourcés. Bon, il y a des prescriptions au-delà desquelles on ne veut pas aller, mais ça fait aussi partie. Il y a un bilan carbone du bâtiment qui est aussi attendu. Pas seulement la consommation d'énergie, il y a le bilan carbone. Donc, dans les bâtiments existants, il y a tout un tas de prescriptions. Donc, vous avez aussi des définitions, restructuration lourde, enfin, différents types de travaux, avec du coup des prescriptions qui s'imposent, non seulement sur le bâti, mais je le précise aussi sur la programmation, notamment pour les bureaux, d'avoir une part de logement dans les programmes, pas que sociaux, mais aussi du logement, tout simplement. Nous avons introduit aussi, à l'occasion des ravalements, le fait d'avoir des volets. Donc là, nous verrons, ça c'est entre l'enquête publique et enfin post-enquête publique, ça c'est une évolution du règlement. Et aussi, nous avons, post-enquête publique, fait le choix de privilégier le confort d'été et d'assouplir certaines règles sur le bilan carbone du bâti en faisant le choix d'améliorer le confort. Donc l'adaptation des constructions, vous savez, dans les permis de construire, nous ne pouvons pas demander les plans intérieurs, mais grâce aux règles de morphologie, enfin je veux dire qu'est-ce que l'on peut construire, sous quelle forme, à quel endroit, sur quelle partie de la parcelle. Donc il y a déjà des choses qui amènent à avoir des appartements des bâtiments qui ne sont pas épais et qui favorisent le fait d'avoir une double orientation. Et puis là, vous avez l'identification sur la carte de gauche des îlots de chaleur. Il y a aussi des cartes qui identifient les espaces où on doit de déficit en végétaux, qui permettent aussi dans l'accompagnement des porteurs de projets de bien faire comprendre avec ces cartes tout ce que doit apporter un projet singulier à l'amélioration des conditions de vie dans la ville. Sur les espaces publics, je l'évoquais tout à l'heure, singularité du document d'urbanisme. Donc, tout comme les parcelles privées, la question de la perméabilité des sols, donc aussi la désimperméabilisation, de la circulation de l'eau. Donc, ça pose aussi la question des matériaux que nous utilisons dans la ville. L'aménagement de parcours ombragé, donc il y a aussi la protection d'alignement d'arbres. Ça, c'est aussi le lien entre paysage urbain qui est composé à Paris, hein, vous le savez, avec Haussmann. Ça avait commencé avec le nôtre, mais c'est extrêmement important. Et voilà, je vais pas détailler, on passe parce que je sais qu'il y a le temps aussi pour éventuellement des questions. OAP santé publique et environnementale. Alors là, nous sommes dans des prescriptions particulières parce que on ne peut pas avoir une autorisation qui ne serait pas déliée parce que non conforme, mais il n'empêche que toutes ces deux OAP là, donc quartier du quart d'heure et santé publique et environnementale, elles permettent aussi d'orienter les projets. Alors il est certain que dans un territoire comme Paris, où il y a un marché porteur, ça permet d'avoir des formes d'exigence parce que nous savons que les porteurs de projets souhaitent vraiment que ça aboutisse. C'est un territoire recherché. Alors par rapport à d'autres, ça simplifie les choses. Et je l'évoquais tout à l'heure, il y a tout l'aspect pédagogique. Nous avons à mettre en place un service après-vote extrêmement important. Ce matin, l'adjointe à l'urbanisme, Lamia Larage, lançait le programme, enfin l'appel à projet Architecture parisienne exemplaire.
Et là, il y a le guide environnemental qui est en cours d'écriture, qui va, pour nous, nous savons que ce sont des règles complexes, que les permis à Paris sont regardés de très près, qu'il y a une exposition avec un risque de contentieux. Notre travail du côté de l'administration, y compris avec d'autres choses comme le pavillon de l'Arsenal, voilà, c'est de bien faire comprendre ces règles-là, leur esprit et la manière d'avoir des projets qui s'y conforment. Alors je fais le lien aussi là, avec ce qui a été vu ce matin avec l'appel à projet des architectures parisiennes exemplaires. Il est certain que l'action de la ville, notamment sur la politique du logement social, est extrêmement forte, et avoir des opérateurs comme nos bailleurs sociaux, c'est une très grande chance. Et après, il y a aussi toute une politique extrêmement forte que connaissent les autres territoires, hein, mais l'intervention sur le parc privé, il y a l'Agence parisienne du climat et l'accompagnement des copropriétés, des syndics de copropriété, tout ce qui permet d'avoir des travaux sur l'existant qui permettent d'améliorer et qui sont d'autres choses dans les OAP, mais là je vais un peu plus loin, mais je vais m'arrêter là, sur qu'est-ce qu'il y a et qui dépasse que l'on a habituellement dans des règles d'un PLU. Et donc, à Plaine Commune, vous avez aussi su exploiter toutes les possibilités offertes par le code de l'urbanisme, et pour vraiment être sûr de la mise en œuvre cohérente du PLU sur le territoire, vous souhaitiez mettre en avant aussi la formation des instructeurs de permis de construire pour s'assurer de la cohérence par rapport aux attendus. Oui, parce que en réalité, bon, tous autant qu'on est là, effectivement, on rend nos PLU beaucoup plus exigeants, mais du coup, en termes d'instruction, c'est quand même beaucoup plus compliqué. D'autant que dans les OAP thématiques, on peut y mettre tout un tas de choses sur les matériaux, sur énormément de domaines, mais que du coup, leur prise en compte dans un permis, elle est moins automatique. C'est-à-dire que c'est pas comme une hauteur en disant la largeur machin, hop, là c'est bon, là c'est pas bon. Bon, une OAP, il faut quand même se l'approprier, savoir un petit peu comment on l'applique ensuite au permis de construire. Donc en difficulté, alors on a l'acceptation par les porteurs de projets, bon forcément, parce que là tous les promoteurs vont pleurer, vont ramper en disant que c'est horrible, qu'à Plaine Commune on fait n'importe quoi, qu'on va augmenter la crise du logement, enfin bon bref, ça va être la catastrophe. Je pense spécialement Vinci d'ailleurs. Alors les architectes, eux, vont être plutôt contents parce que c'est plutôt des bons partenaires sur l'ensemble de ces sujets-là. Donc en fin de compte, ce qu'on va faire, on va organiser à partir de début 2025 des séances d'information et de formation et auprès des professionnels de l'immobilier, donc promoteurs, architectes, aménageurs, etc., notaires, enfin tous ces gens-là, pour leur dire dans 8-10 mois, voilà comment ça va se passer et voilà comment on va travailler. La réussite de tout ça aussi, en fin de compte, c'est la prise en main par les services instructeurs et on va mettre en place une espèce de co-instruction. On peut pas tout demander à l'instructeur parce que le pauvre instructeur, lui, il peut pas être le réceptacle unique de toutes les politiques publiques. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, on a aussi des collègues à l'urbanisme qui sont notamment les collègues qui ont écrit l'ensemble du PLUI. Donc ceux-là vont venir en renfort et notamment sur l'application au permis des OAP thématiques. Et donc pour que tout le monde soit bien au niveau, on va envoyer nos cadres A en formation chez les instructeurs. Parce que moi, ce que je tiens quand même à ce que tout le monde sache faire la même chose. Et puis une fois qu'ils sauront instruire du permis correctement comme un instructeur, eh bien ensuite on mettra une technique de travail avec les instructeurs pour le reste. Et puis après, classiquement, on va faire des guides, des séances de formation, tout un tas de choses. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, si ça suffit pas encore, on trouvera d'autres moyens pour mettre en œuvre l'ensemble de notre PLUI, sachant que
Ce qu'on pense aussi, et bon, on a déjà une grosse pratique de ça, c'est que ce qui marche bien, c'est avant qu'un promoteur dépose, c'est qu'il a un permis, il nous dépose un avant-projet. Donc ça, sur l'avant-projet, d'abord, on est moins pris par les délais, etc. Puis on a le temps de poser un petit peu les choses collectivement. Mais quand le permis arrive, en général, il est plus conforme à ce que l'on souhaite. Il est réglementaire par rapport aux documents d'urbanisme, et du coup, l'instruction est plus simple et plus rapide. Merci beaucoup. On va prendre une question, si certains en ont. Oui, Colette Planès d'une association. C'est une question pour Madame Sadoun de la MRAE. De plus en plus de personnes lisent avec attention vos rapports, très structurés, très argumentés. Dans ma ville, Créteil, le dernier rapport que vous avez écrit demandait l'abandon d'un projet urbain. Donc vous n'avez qu'un rôle consultatif, mais je voulais vous demander si, lorsque vous proposez un abandon d'un projet urbain, si votre avis souvent est suivi d'effet. Alors, il est rarissime qu'on demande l'abandon d'un projet urbain. On le fait quand on estime que le projet pose des sérieuses difficultés en matière de santé humaine. Alors, en particulier quand clairement en termes de réglementation, on ne pourrait pas mettre du logement, mais qu'on met de l'hébergement. Alors, c'est bien connu, les étudiants, les personnes âgées, c'est pas grave. C'est pas grave s'ils deviennent sourds, c'est pas grave s'ils deviennent asthmatiques, c'est pas grave. Alors, les personnes âgées sont déjà sourdes, c'est bien connu, et puis en plus, elles en ont plus pour longtemps. Alors, la diminution d'espérance de vie, on s'en fiche un peu. Et puis, les étudiants, c'est bien connu, ils sont jamais là, et puis ils mettent des casques et ils se rendent sourds tout seuls. Bon, voilà. Alors, c'est dans ces cas-là, on propose, on recommande d'abandonner le projet. C'est vraiment assez rare. On le fait maintenant parce qu'il y a eu une jurisprudence, 1000 arbres pour les intimes, qui a amené la ville de Paris à décider que, après tout, c'était pas une si bonne idée que ça d'urbaniser le long du périph' et au-dessus du périph'. Et je trouve que avoir mis une ceinture verte autour du périph' était une bonne manière de tirer parti de la jurisprudence 1000 arbres. Mais voilà, encore une fois, c'est rare. On peut pas dire que à chaque fois ce serait suivi des faits. Ça arrive. De temps en temps, il y a des gens il y a des municipalités ou des porteurs de projets qui s'obstinent. Quelquefois, ils ont des contentieux assez lourds. Merci beaucoup pour toutes ces interventions éclairantes. On va passer à la suite de la journée. Oui, on peut vous applaudir, bien sûr, quand même.